Chapitre 1. Le village de Marlécombe somnolait sous un soleil bienveillant de fin de printemps. C'était le genre de matinée qui semblait faite pour les cartes postales et les romans agréables. Les abeilles bourdonnaient dans les massifs de lavande devant les chaumières. L'air embaumait l'herbe fraîchement coupée de la pelouse du presbytère. Et le seul bruit perceptible était le léger cliquetis des tasses provenant de la fenêtre ouverte du salon de thé. Pour tout observateur non averti, c'était l'image même de la paix rurale. Miss Jane Marple, assise dans son fauteuil préféré près de sa fenêtre, n'était pas une observatrice désinvolte. Ses yeux bleus perçants, couleur de myosotis fanée, observaient les rythmes subtils du village avec la précision d'une naturaliste. Elle vit le vieux monsieur Pye, le facteur, mettre un temps inhabituellement long à la grille de Wentworth, signe d'un colis trop lourd pour les mains arthritiques de madame Wentworth. Elle observa la vitesse effrénée, presque coupable, avec laquelle le jeune Tommy Gregg passait à vélo devant la forge, signe d'une corvée inachevée et de la crainte d'une réprimande paternelle. Et elle aperçut, avec un léger soupir de compassion, la silhouette solitaire d'Ella Ravance, la veuve de Marlécombe Grange, se dirigeant lentement vers le cimetière, une rose blanche à la main. C'était le 10 du mois. Elle y allait toujours, le 10. Ella Ravance était un sujet de conversation incessant et feutré au village, une figure au charme tragique, enveloppée d'un silence qu'elle ne rompait jamais. 2 ans plus tôt, son mari, le dynamique et riche industriel Julian Vance, était décédé subitement d'une crise cardiaque alors qu'il était seul à la grange. Le médecin avait qualifié la situation de terrible tragédie, d'une faille dans un cœur trop déterminé pour son propre bien. Et Lara était à Londres pour la journée. Elle était revenue le retrouver. Elle n'avait pas crié, ni sangloté, ni perdu connaissance. D'après la gouvernante, madame Lumley, qui avait raconté l'histoire avec une sorte de crainte horrifiée à sa sœur, qui l'avait racontée à la cuisinière, qui avait informé tout le village, madame Vance était simplement restée très immobile et silencieuse. Elle avait organisé les funérailles avec une efficacité froide et détachée que certains qualifièrent de courageuse, tandis que d'autres, à voix basse, la qualifiaient d'anormale. Elle était la veuve qui n'avait jamais versé une larme en public, et pour cela, Marlécombe ne pouvait ni pleinement la comprendre, ni la pardonner. Sa beauté, pâle, posée, avec ses cheveux noirs coiffés en un chignon impeccable, et ses yeux d'un gris profond et immobile, ne faisait que renforcer son étrangeté. Elle était comme un personnage de film, belle et isolée, vivant dans la grande maison solitaire sur la colline. Miss Marple, dont le cliquetis des aiguilles à tricoter formait un doux contrepoint à ses pensées, estimait que le village jugeait trop sévèrement. Le chagrin, selon sa vaste expérience, revêtait 1001 formes. Certains le cachaient, d'autres l'enfouissaient, si profondément qu'il en devenait le fondement même de leur être. Elle pensait que les promenades quotidiennes d'Ella Ravance, son entretien méticuleux des roses commémoratives de Julian, exprimaient un sentiment bien plus profond que n'importe quelle manifestation bruyante. La douce paix du matin fut finalement ponctuée par l'arrivée de l'aide de Miss Marple, la joyeuse et irrépressible Cherry Baker. « Bonjour, Miss Marple. Belle journée, n'est-ce pas? Parfait pour la fête de demain. Oh, le courrier vient d'arriver. Une facture de l'épicier et une lettre de votre neveu à Londres, annonça Cherry en entrant précipitamment dans la pièce avec un plateau. Merci, Cherry. Oui, c'est une journée magnifique. J'espère que cela tiendra pour le bring and buy, répondit Miss Marple en posant son tricot. Le curé compte beaucoup sur les fonds pour la nouvelle toiture de l'église. Oh, ce sera grandiose. Madame Vance offre la pièce maîtresse de la tombola, vous savez. Un vrai service à thé en argent. Ça doit valoir une fortune, dit Cherry, les yeux écarquillés. C'est drôle, non? Tout cet argent et personne avec qui le partager. Elle traîne dans cette grande maison. Pourtant, elle reste discrète, non? C'est très étrange, à mon avis. Il n'est pas toujours aisé de préserver sa vie privée, Cherry, dit doucement Miss Marple.
surtout après une grande perte. Je suppose que oui, concéda Cherry, même si son ton suggérait qu'un peu plus de discussion collective serait plus sain. Bon, je vais juste aller dépoussiérer le salon. Au fait, j'ai vu ce monsieur Croft remonter à la grange. 3e fois cette semaine. Miss Marple accepta cette information d'un hochement de tête neutre. Lionel Croft était l'associé de Julian Vance, un homme vif et quelque peu anxieux, la quarantaine avancée, qui gérait les affaires complexes de la succession depuis la mort de Julian. Ses fréquentes visites semblaient, à première vue, parfaitement logiques. Pourtant, les ragots de Cherry, combinés à ses propres observations, formaient un schéma récurrent. Miss Marple avait vu la voiture de M. Croft garée non seulement à la grange, mais aussi à une occasion discrètement cachée près des bois où Madame Vance se promenait souvent. Pour des raisons professionnelles, peut-être, mais peut-être pas. La nature humaine, Miss Marple le savait, était infiniment prévisible dans son imprévisibilité. La journée s'écoula agréablement et sans incident. C'est en fin d'après-midi, alors que Miss Marple faisait un dernier tour dans son jardin, qu'elle aperçut la voiture de police. Ce n'était pas le véhicule familier et amical de l'agent Jones, mais une voiture plus sombre et d'allure plus officielle, provenant du siège du comté. Elle sillonnait la rue principale à une vitesse un peu trop rapide pour l'étroite ruelle, sa progression étant marquée par chaque rideau de dentelle qui la croisait. Une sensation de picotement froid, bien distincte de la fraîcheur du soir, effleura la nuque de Miss Marple. Immobile, la main sur le portail, elle regarda la voiture prendre le virage qui montait la colline, en direction de Marlécombe Grange. Elle resta là longtemps. Les abeilles s'étaient tues. L'odeur de l'herbe s'était estompée. Le village lui-même semblait retenir son souffle. Le silence fut rompu par la sonnerie frénétique du téléphone dans le couloir. Elle entra plus lentement que d'habitude et décrocha le combiné. « Mademoiselle Marple ?» C'était la femme du pasteur, sa voix essoufflée et horrifiée, qui résonnait dans la ligne. « Oh, ma chère mademoiselle Marple, quelle terrible nouvelle! Vous n'y croirez jamais. C'est trop horrible. »« Qu'y a-t-il, madame Prescott ?» demanda mademoiselle Marple d'une voix calme, même si son cœur battait à un rythme régulier et anxieux. « C'est Ellara Vance. Ils l'ont trouvée, à la grange. La gouvernante vient d'appeler le presbytère, dans un état lamentable. Elle est morte, Miss Marple. » Une tragédie, un terrible accident, peut-être. La pauvre femme seule. Mais les paroles suivantes de la femme du vicaire transformèrent la douce chaleur de l'après-midi en glace. Ils disent, la police dit, que c'est un meurtre. Ouverture. Chapitre 2. Le mot semblait planer dans le confort douillet du couloir de Miss Marple, en aspirant tout l'air. Meurtre. C'était un mot tiré des journaux, des romans à sensations que lisaient les jeunes, des rues sombres et enfumées de Londres qu'on voyait sur les photos. Il n'avait rien à faire à Marlécombe. C'était une mauvaise herbe étrangère, hideuse, qui avait soudain pris racine dans leur jardin bien entretenu. « Un meurtre !» répéta Miss Marple d'une voix à peine murmurée. « En sont-ils vraiment certains, madame Prescott ?»« Oh oui, tout à fait certaine. » La voix de madame Prescott tremblait, mêlée d'horreur et d'excitation. « Le médecin est là, ainsi que l'inspecteur Drew de Malchester. Ils disent qu'elle était... » Elle baissa la voix, d'un ton conspirateur. Empoisonnée. L'esprit de Miss Marple, qui avait été bouleversé par l'impossibilité de cette éventualité, se concentra soudain sur une idée froide et précise. Du poison. C'était l'arme d'une femme, disait-on, ou celle d'un lâche. Discrète, secrète et terriblement intime, elle évoquait le savoir et l'opportunité. Elle évoquait un tueur capable de sourire et d'offrir une tasse de thé. « C'est vraiment affreux, » dit Miss Marple d'un ton qui exprimait une émotion profonde que ces simples mots démentaient. « La pauvre, pauvre femme. »« La pauvre femme, » répéta madame Prescott, mais son intonation était différente. C'était le ton que le village emploierait.
le ton qui se demandait, derrière les portes closes, si l'étrange immobilité de la veuve n'avait pas finalement suscité une violence effroyable. Qui pourrait faire une chose pareille? Elle est restée discrète, mais être assassinée. La conversation se poursuivit quelques minutes encore, Madame Prescott transmettant les maigres détails, paniquée, qu'elle avait reçus de son mari, qui se trouvait à la grange, lui offrant un réconfort spirituel, alors qu'il était sans doute trop tard pour être utile. Mademoiselle Marple écoutait, émettant des murmures doux et compatissants, avant de se dégager doucement de l'appel. Elle retourna dans son jardin, mais le calme avait disparu. Le chant des abeilles était maintenant menaçant. Le parfum des fleurs était écœurant. La lumière du soleil semblait un mensonge. Elle vit Chéri se hâter dans l'allée, le visage pâle, sans doute en route pour annoncer la nouvelle à sa mère. Le facteur, M. Paille, se tenait au milieu de la rue principale, plongé dans une conversation avec le boucher, leurs têtes serrées. La nouvelle était tombée. Elle se propageait à Marlécombe comme un virus, porté par des murmures et des halètements choqués. Le lendemain matin, le village était en proie à une agitation contenue. La fête paroissiale prévue avait bien sûr été reportée sine die. Le vicaire avait fait une sombre annonce depuis la chaire, demandant des prières pour l'âme défunte dès la Ravance et pour la paix dans la communauté. Personne n'écouta la partie sur la paix. Ils étaient trop occupés à spéculer. Miss Marple, fidèle à sa routine avec la ténacité tranquille qui la protégeait du chaos, se rendit à l'épicerie du village pour faire ses courses. La petite boutique était l'épicentre des ragots de Marlécombe, et ce jour-là, elle bourdonnait d'une énergie nerveuse. Et on dit que l'inspecteur Drew est resté là-haut pendant des heures, déclarait Madame Cropper, la femme du boulanger, à un auditoire captivé composé de 2 autres femmes. Il interrogeait le personnel. La pauvre Madame Lumley, la gouvernante, était effondrée, complètement prostrée. « Eh bien, elle le serait, n'est-ce pas ?» répondit mademoiselle Emmett, l'institutrice, la voix rauque et pleine de jugement. « Trouver le corps comme ça. On se demande cependant si elle n'aurait pas remarqué quelque chose plus tôt. Ces choses-là arrivent rarement sans prévenir. »« Un avertissement ?» demanda la 3e femme, la femme d'un ouvrier agricole dont Miss Marple ne se souvenait plus du nom. Quel genre d'avertissement? Un changement de comportement. Des visiteurs inhabituels, ce genre de choses, dit mademoiselle Emmett d'un ton avisé. L'esprit criminel se trahit toujours. Miss Marple choisit une boîte de confiture de prunes, la tête baissée comme si elle étudiait l'étiquette avec grand intérêt. « Eh bien, j'ai entendu dire, » dit Madame Cropper, baissant la voix pour que tous les habitants de la boutique silencieuse soient obligés de se pencher pour l'entendre, que c'était une tasse de thé. Elle prenait son thé tous les après-midi à 4 heures, avec une régularité irréprochable. Madame Lumley l'apportait, le déposait sur le bureau de la bibliothèque et allait s'occuper du linge. Lorsqu'elle revint une demi-heure plus tard, chercher le plateau. Eh bien, elle laissa cette horrible conclusion en suspens. C'était donc dans la maison, murmura mademoiselle Emmett. Quelqu'un dans la maison. Ou quelqu'un qui y avait accès, rétorqua madame Cropper. Ce monsieur Croft est toujours là-haut, et il a l'air terriblement fatigué ces derniers temps. Vous ne trouvez pas? Je l'ai vu à la poste mardi, et il était tout gris. Un associé? Pourquoi serait-il... commença la femme de l'ouvrier. De l'argent, dirent les 2 autres femmes presque à l'unisson, en hochant sagement la tête. C'était le mobile le plus ancien et le plus fiable. La cloche du magasin tinta et un silence s'abattit sur le groupe. L'agent Jones, son jeune visage inhabituellement sombre et solennel, entra. La conversation s'éteignit instantanément, remplacée par un silence fiévreux. Il fit un signe de tête au commerçant, prit un paquet de cigarettes et partit sans croiser le regard de quiconque. Sa présence rappelait froidement qu'il ne s'agissait pas de simples ragots. C'était désormais une affaire de loi. Tandis que Miss Marple payait ses courses, le commerçant, M. Armitage, se pencha par-dessus le comptoir. « Trop mauvaise affaire, Miss Marple, » dit-il à voix basse. « Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça vous fait voir vos voisins différemment. » « C'est vrai, monsieur Armitage.
acquiesça doucement Miss Marple. C'est un bien triste rappel qu'on ne peut jamais vraiment connaître le cœur d'autrui. De retour à son cottage, son sac enfilé chargé de boîtes et de pensées, Miss Marple parcourut les bribes de ragots. Le thé, la bibliothèque, la routine de la gouvernante. Cela suggérait en effet une connaissance intime des habitudes de la maison. Mais c'était autre chose qui la taraudait, un petit détail discret qui ne collait pas avec l'image d'un empoisonnement calculé. Et la Ravance avait été retrouvée dans la bibliothèque. Mais d'après Cherry et d'après ses propres observations de la veille, Madame Vance se rendait au cimetière. Elle y allait toujours le 10. Elle tenait une rose blanche pour la tombe de son mari. Pourquoi aurait-elle fait demi-tour? Qu'est-ce qui l'avait rappelé à la grange pour une tasse de thé après son rituel solennel? C'était une infime incohérence, un point de côté dans le paysage actuel. La plupart l'ignoreraient, se précipitant sur les détails plus dramatiques du poison et de la suspicion. Mais l'esprit de Miss Marple, aiguisé par une vie d'observation des petits schémas révélateurs du comportement humain, s'y accrocha. C'était un indice discret, le premier fil d'une sombre tapisserie qu'elle craignait ne faire que commencer à se défaire. Chapitre 3. Le lendemain, Marlécombe arborait l'air tendu et solennel d'une maison où se tient une veillée funèbre. Dans la rue principale, les conversations se faisaient à voix basse, et les regards se portaient vers la ruelle qui menait à la grange, comme s'ils s'attendaient à voir le fantôme d'Elara Vance y errer. La présence policière était devenue constante, l'agent Jones paraissant de plus en plus harcelé, et la voiture sombre de l'inspecteur Drew, un élément permanent et menaçant devant la majestueuse demeure. Miss Marple décida qu'une visite au presbytère s'imposait. Après tout, c'était tout naturel. La femme du pasteur avait eu la gentillesse de téléphoner pour annoncer la terrible nouvelle. Il fallait lui rendre l'appareil, lui apporter son soutien et, peut-être, obtenir un point de vue plus clair auprès d'une source plus proche des événements officiels. Elle trouva Madame Prescott dans le jardin du presbytère, apparemment en train de couper des fleurs pour l'autel, bien que ses ciseaux fussent inactifs et son regard perdu dans le vide. Elle sursauta lorsque mademoiselle Marple la salua. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait une peur bleue. J'ai les nerfs à vif, complètement à vif. Cette horrible histoire. » Elle fit un geste vague vers la grange, visible sur sa colline à travers une trouée dans la haie d'If. « C'est une période difficile pour tout le monde, » dit Miss Marple avec compassion. « Je suis venue voir si je pouvais aider. Le pauvre vicaire doit être tellement stressé. »« C'est vrai, dit Madame Prescott, s'accrochant à l'inquiétude avec soulagement. Il était resté des heures à la grange hier avec cet inspecteur Drew. Quel homme dur et froid, cet inspecteur, pas une once de sensibilité pastorale, que des questions et des implications. Elle baissa la voix. Il semble terriblement intéressé par la dynamique de la maison. « Oh » demanda doucement Miss Marple en ajustant sa prise sur son panier en osier. « Oui. » Il a posé au vicaire toutes sortes de questions sur le caractère de Madame Vance. Était-elle une femme difficile? Avait-elle des ennemis? Était-elle... Eh bien, heureuse? Madame Prescott prononça le mot comme s'il était légèrement indécent, comme si le bonheur était une affaire publique. Et bien sûr, le vicaire ne pouvait que dire qu'elle était une fidèle de l'Église, très discrète, très réservée. Un modèle de dévotion résignée, disait-il. Démissionner, répéta doucement Miss Marple. Le choix du mot était intéressant. Il suggérait l'endurance, pas la joie. Puis il a commencé à poser des questions sur les arrangements financiers, poursuivit Madame Prescott, les yeux écarquillés. À propos de M. Croft, il semble penser qu'il y a eu une irrégularité. Le vicaire, bien sûr, n'était pas au courant de ce genre de choses, mais cela jette une ombre, n'est-ce pas? Penser qu'un associé... Elle laissa sa phrase inachevée en secouant la tête. Miss Marple émit un son évasif. C'était la direction évidente, le chemin de l'argent, mais son esprit revenait sans cesse à la rose blanche, au pèlerinage interrompu. « C'est tellement troublant, » murmura-t-elle. Dire qu'elle se rendait au cimetière pour rendre hommage à son défunt mari, et puis qu'elle a fait demi-tour.
C'est tellement étrange. Madame Prescott cligna des yeux, s'arrêtant de répéter les questions de l'inspecteur. « Le cimetière ? Oh, mais elle ne s'est pas retournée, ma chère Miss Marple. » Les yeux bleu pâle de Miss Marple se fixèrent sur la femme du vicaire avec une intensité soudaine. « Elle ne l'a pas fait ? » ?»« Non, le vicaire l'a vue. Il était dans son bureau en train de préparer son sermon, et il l'a vue par la fenêtre. Il a dit qu'elle avait déposé la rose sur la tombe de Julian. C'est ce grand ange en marbre, vous savez, et qu'elle était restée là un moment, comme toujours. Puis elle s'est retournée et a remonté le chemin vers le cimetière. Il a dit qu'elle avait l'air déterminée, pas résignée, pas en deuil, déterminée. « Je vois, » dit Miss Marple. Elle a donc terminé sa visite. Oh oui, elle était complètement épuisée. Elle a dû recevoir un message ou se souvenir d'un rendez-vous et être rentrée directement chez elle. L'attention de Madame Prescott se reportait déjà sur le sujet plus captivant de Lionel Croft. L'inspecteur a demandé au pasteur s'il avait vu quelqu'un d'autre, mais il n'en avait rien vu. Tout était parfaitement normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Miss Marple resta un moment, la réconfortant et absorbant chaque détail que Madame Prescott laissait échapper concernant l'état du placard à linge de la grange et les crises de nerfs de Madame Lumley. Mais son esprit était occupé, et la Ravance avait accompli son rituel. Elle avait présenté ses respects, puis, d'un air déterminé, elle était rentrée chez elle. Pourquoi ? Avait-elle été convoquée ? Ou attendait-elle quelqu'un ? La bibliothèque, disait-on. Elle avait pris le thé à la bibliothèque. Y rencontrait-elle quelqu'un ? Le fil de la rose blanche menait désormais directement à la tasse de thé. Le voyage vers la tombe n'était pas un événement interrompu, mais un événement achevé. La tragédie avait commencé après. Cela modifiait légèrement la chronologie. L'empoisonnement n'était plus une embuscade tendue par une femme en deuil, mais quelque chose qui l'attendait à son retour. Une rencontre planifiée, un rendez-vous avec la mort. En rentrant chez elle, elle passa devant la forge. Le jeune Tommy Gregg était de nouveau là, mais cette fois, il ne passait pas à vélo, paniqué. Il flânait près du mur, donnant un coup de pied dans une pierre, l'air renfrogné. Son père, le forgeron, parlait d'une voix basse et colérique à un autre homme, un réparateur itinérant qui réparait des casseroles et des poêles, et, comme on le savait, vendait d'autres choses moins savoureuses dans sa charrette. Et je ne le tolérerai pas, tu m'entends, disait M. Gregg. Je te l'ai déjà dit. Éloigne-toi de mon garçon avec tes histoires et tes bêtises. Le rétameur, un homme nerveux au visage acéré de renard, leva les mains dans un geste d'innocence feinte. Je lui ai seulement proposé un travail, monsieur Gregg, un travail honnête. M'aider dans mes tournées. Il est habile de ses mains, ce jeune Tommy. On a besoin de ses mains ici, gronda Gregg. Maintenant, file avant que je ne lance le gendarme sur toi. Le rétameur inclina son chapeau, un sourire narquois aux lèvres, et s'éloigna dans un bruit de chariot. Tommy Gregg lança à son père un regard de ressentiment pur et venimeux avant de s'affaler dans la forge. C'était une scène assez banale. L'inquiétude d'un père, la rébellion d'un garçon, un étranger sans scrupules semant le trouble. Cela n'avait rien à voir avec une riche veuve empoisonnée dans sa bibliothèque. Et pourtant, Miss Marple classait soigneusement le tout dans le vaste système de catalogage de son esprit. La nature humaine était une tapisserie, et souvent, les fils les plus disparates étaient ceux qui, une fois tirés, révélaient le motif dans son intégralité. Elle pressentait que la clé de la tragédie de la Grange ne résidait pas uniquement dans les grandes fortunes et les partenariats commerciaux. Elle pouvait aussi résider dans la colère sourde d'un garçon, les offres sournoises d'un rétameur et le pas décidé d'une veuve s'éloignant de la tombe de son mari, inconsciente de tomber dans un piège. Chapitre 4. L'après-midi suivant, une nouvelle rumeur, plus choquante encore,
vint troubler le flot stagnant des ragots du village. Elle ne parvint pas par téléphone, mais par la personne imposante de Madame Beatrice Croft, épouse de l'associé présumé. Elle s'abattit sur le cottage de Miss Marple telle une frégate toute voile dehors, l'air mêlé d'indignation et de profonde détresse. « Mademoiselle Marple », annonça-t-elle sans préambule dès que Cherry l'eut fait entrer. « J'ai besoin de votre avis, en tant que femme de bon sens et de discrétion. » Elle s'installa dans le fauteuil en chintz comme s'il s'agissait d'un trône qu'elle condescendait à occuper temporairement. « Bien sûr, Madame Croft. Puis-je vous offrir du thé? Il est fraîchement préparé, » dit mademoiselle Marple, son attitude empreinte d'une hospitalité sereine. Elle avait toujours trouvé en Béatrice Croft une femme exigeante, vive, responsable et dotée d'une assurance inébranlable. Mais aujourd'hui, son armure était visiblement fêlée. « Du thé? Non, merci. Je n'ai rien pu avaler. Je suis complètement hors de moi. » Les mains de Madame Croft, d'habitude si calmes et compétentes, s'agitèrent sur ses genoux. « C'est Lionel. La police, cet horrible inspecteur Drew. Ils l'ont emmené pour l'interroger. »« Interrogatoire » répéta Miss Marple, une pointe de surprise dans la voix. « Mais j'ai cru comprendre que M. Croft les aidait dans leur enquête sur la situation financière de Madame Vance. C'est sûrement de la routine ? » « Routine. Ils l'ont presque accusé. Ils sont venus chez nous à Manchester, Miss Marple, 2 d'entre eux. Ils lui ont demandé des comptes sur ses déplacements l'après-midi du meurtre. Ils l'ont interrogé sur sa relation avec Elara. Le sous-entendu était ignoble. Sa voix tremblait d'une fureur qui ne parvenait pas à masquer sa peur. « Je suis sûre que c'est une formalité, » la rassura Miss Marple. « La police doit interroger tous les proches de cette pauvre femme. » Proche? Lionel n'était pas proche. C'était l'associé de son défunt mari. Il a géré la transmission de la succession, une tâche herculéenne étant donné les affaires compliquées de Julian. C'est une relation d'affaires, rien de plus. Le déni était trop véhément, trop sec. Miss Marple reprit son tricot, laissant le cliquetis des aiguilles combler le bref silence. Elle pensa à la voiture de Lionel Croft, aperçue par Cherry et elle-même, effectuant ses fréquents et discrets allers-retours jusqu'à la grange. Elle pensa à la tension que Madame Cropper avait remarquée sur son visage. « Ce doit être une terrible inquiétude pour vous, » dit-elle enfin d'un ton neutre. « La pression d'une telle responsabilité, ajoutée à une perte personnelle, peut amener un homme à se comporter de manière inhabituelle. » C'était un appât soigneusement appâté, et Béatrice Croft s'y est immédiatement ruée. Vous voyez, vous comprenez, la pression était immense. Julian était un génie, mais ses transactions financières étaient labyrinthiques. Lionel a travaillé jour et nuit pour les démêler. Cela l'a rendu colérique, distrait. Il n'est plus lui-même depuis des mois. Mais suggérer qu'il... Elle ne pouvait se résoudre à prononcer ce mot. La police devra enquêter sur les aspects financiers, songea Miss Marple à voix haute. C'est, comme on dit, un mobile que tout le monde comprend. Y a-t-il eu des difficultés, des problèmes avec la succession ? Madame Croft se redressa. Il y avait des complications, rien que Lionel ne puisse gérer. Mais cet inspecteur, il s'est mis en tête qu'il y avait des anomalies. Cet argent avait disparu. C'est un mensonge, une invention ou une erreur. Julian était connu pour sa comptabilité informelle. C'est un fouillis, pas un crime. Miss Marple remarqua le changement de nom, passant de Lionel à Julian. Le mort était présenté avec douceur comme la source du problème. C'était une déviation subtile et révélatrice. « Et bien sûr, » dit Miss Marple, les yeux rivés sur son tricot, « il y a la question du testament. Je suppose que Madame Vance a tout hérité. » La question, posée avec un air de curiosité innocente, fit mouche. Le visage de Béatrice Croft se crispa. « Le testament ne me regarde pas, ni la police, c'est une affaire privée. Mais si vous tenez à le savoir, oui, Elara a hérité de la majeure partie de la succession. Un fonds fiduciaire a été créé pour le neveu de Julian.
ce jeune homme irresponsable, mais le contrôle de ce fonds et de tous les actifs de l'entreprise lui a été transmis. C'est pourquoi le rôle de Lionel était si crucial. Elle ne connaissait rien aux affaires. Elle comptait entièrement sur lui. Elle prononça la dernière phrase avec une amertume qui perça enfin sa surface polie. C'était le ressentiment d'une femme capable qui voyait son mari se vider de son énergie face à une belle veuve impuissante qui comptait entièrement sur lui. Miss Marple comprit. Le mobile financier poursuivi par la police était évident, mais parallèlement, un autre courant, plus ancien et plus toxique, coulait. La jalousie sourde et bouillonnante d'une épouse qui se sentait supplantée dans la vie professionnelle de son mari, voire dans son affection, par l'énigmatique veuve de la grande maison. « Je suis sûre que tout cela n'est qu'un terrible malentendu, » dit Miss Marple d'un ton ferme. « La police se rendra vite compte qu'elle fait fausse route et cherchera ailleurs. » Madame Croft sembla se calmer légèrement, apaisée par la certitude tranquille de la femme plus âgée. « J'espère que vous avez raison, Miss Marple. Vraiment, la honte, le scandale. » Elle se leva pour partir, son calme retrouvé, même si son regard restait effrayé. Après son départ, Miss Marple resta assise un long moment, son tricot oublié sur ses genoux. La visite avait été éclairante. La police se concentrait sur Lionel Croft, motivé par l'argent et les opportunités que sa position lui offrait. C'était une démarche logique et directe. Mais deux choses la tracassaient. D'abord, la défense acharnée et paniquée de son mari par Béatrice Croft sonnait juste au sujet du bas désordre financier. Si Lionel avait détourné des fonds, sa femme aurait-elle rejeté cette idée avec autant d'audace? Peut-être. Mais cela semblait étrange. Deuxièmement, et plus important encore, la théorie de l'empoisonnement de Lionel Croft n'expliquait pas la rose blanche. Elle n'expliquait pas le retour délibéré des Lara Vance du cimetière. Si Croft avait un rendez-vous d'affaires prévu avec elle, pourquoi choisir l'heure de son pèlerinage quotidien? Et pourquoi quitterait-elle son rituel solennel avec une telle détermination pour rencontrer son conseiller financier? Un homme comme Lionel Croft convoquerait quelqu'un à son bureau ou fixerait un rendez-vous à une heure précise. Il ne resterait pas à attendre dans une bibliothèque pour empoisonner une tasse de thé. C'était désordonné, émouvant, féminin même. Le mauvais suspect était accusé du crime. La police, fort de sa confiance, tissait un récit de cupidité aussi subtil que satisfaisant. Mais la connaissance de la nature humaine de Miss Marple et son observation de ce petit détail révélateur de la visite funéraire lui indiquaient que la vérité était plus complexe et bien plus profondément enfouie. Le véritable tueur était toujours là, observant, peut-être soulagé que l'enquête prenne un tournant opportun et maladroit. Et c'est là, Miss Marple le savait, qu'un meurtrier est le plus dangereux. Chapitre 5. L'arrestation de Lionel Croft provoqua un choc sismique à Marleycombe, suivi d'une vague de satisfaction rapide et sombre. La police, semblait-il, avait fait son travail avec une efficacité admirable. Le suspect évident avait été appréhendé. Le dangereux étranger, car bien qu'il habitât à Malchester, ses liens avec le village étaient purement transactionnels, avait été éliminé. L'ordre était, timidement, rétabli. L'inspecteur Drew a tenu une brève conférence de presse sur les marches de la salle des fêtes, affichant un air de réussite. Il a évoqué des métinoïs motivations financières évidentes, une opportunité et un calendrier cohérent. Il n'a pas mentionné la rose blanche. Le scénario était clair. L'associé cupide qui s'en prenait à la veuve vulnérable avait été arrêté. Le village, impatient de tourner la page, a accueilli l'affaire à bras ouverts. Miss Marple ne l'a pas fait. Elle était assise dans son cottage silencieux, écoutant les sons lointains de la vie reprenant un semblant de normalité. La fête religieuse, reportée, était reprogrammée. On parlait d'une cérémonie commémorative pour Ella Vance une fois le corps rendu par la police. Le soupir de soulagement collectif était presque audible. Affaire classée. Mais pour Miss Marple, les pièces du puzzle ne s'emboîtaient de pas dans ce tableau clair et pratique. Lionel Croft était un homme anxieux et méticuleux.
Le poison était l'arme des femmes, disait-on, mais c'était aussi l'arme des impitoyables et des rusés. Croft, s'il détournait des fonds, était certainement intelligent, mais serait-il aussi imprudent, tuer la personne même dont la confiance en lui fournissait une couverture? Cela semblait un risque énorme et stupide. La cupidité pouvait rendre les hommes stupides, elle le savait, mais là, c'était différent. C'était personnel. Ses pensées revenaient sans cesse au cimetière. Le rituel accompli, le retour à la maison, déterminé. Qu'est-ce qui avait bien pu attirer Ella Ravens à la grange avec une telle détermination? Pas une convocation de son conseiller financier. Cela aurait suscité un sentiment de devoir, ou peut-être d'irritation, mais pas de détermination. Une idée différente commença à germer, fragile et indistincte. Et si elle avait vu quelque chose, ou quelqu'un, et si sa visite au tombeau lui avait fourni une information, ou une résolution, qui l'aurait poussé à agir immédiatement à son retour? Poussée par cette idée naissante, Miss Marple décida qu'une promenade au cimetière s'imposait. C'était un geste tout naturel pour une vieille dame, par un bel après-midi, se recueillir sur les tombes de ses vieux amis et leur rendre hommage. Personne ne trouverait cela étrange. Le cimetière était paisible, baigné de soleil et d'ombre profonde. L'air était frais et sentait la terre humide et l'if. Elle avançait lentement le long des sentiers familiers, s'arrêtant ici et là pour lire un nom, pour poser une main respectueuse sur une pierre tombale chauffée par le soleil. Sa progression était sinueuse, mais sa route était tracée, vers le grand ange de marbre orné qui marquait le caveau de Julian Vance. C'était un monument ostentatoire pour un cimetière de village, une déclaration de richesse et d'importance. Le visage de l'ange était serein, les ailes déployées, une main pointée vers le ciel. À sa base, un petit bouquet de fleurs bien rangé commençait déjà à faner. La rose blanche avait disparu, bien sûr, soit emportée par la police, soit fanée. Miss Marple resta là un moment, non pas en prière, mais en observation. Son regard, cependant, ne se posait pas sur le visage serein de l'ange, mais sur le sol qui l'entourait. Elle remarqua l'herbe bien entretenue, l'absence de mauvaises herbes. Elle vit les empreintes récentes dans la terre meuble près du pied du monument, les siennes, celles du vicaire. Elle reconnut la marque distinctive de ces brodequins usés, et d'autres, plus petites et plus prononcées. Mais c'était autre chose qui retint son attention. Partiellement dissimulé par la base du monument, niché dans une crevasse où le marbre rejoignait la terre, se trouvait un petit objet maculé de boue. C'était un bouton très particulier, en laiton, avec un motif d'encre gravé dessus. Ce n'était pas le genre de bouton qu'on trouverait sur les vêtements d'un Lionel Croft ou d'une Ella Ravens. C'était un bouton bon marché, utilitaire. Le genre de bouton qu'on trouve sur le manteau d'un ouvrier ou le caban d'un marin. Ou, pensa-t-elle avec une soudaine et froide clarté, sur la veste d'un rétameur ambulant. Elle se remémora la scène près de la forge 2 jours plus tôt. Le réchaud au visage de renard, le père en colère, le garçon renfrogné. Le chariot du réchaud, avec son étrange assortiment de casseroles, de poêles et de nuls. Elle pensa aux mains agiles de Tommy Gregg et à son ressentiment. À l'aide de la pointe de son ombrelle repliée, Miss Marple dégagea soigneusement le bouton de la saleté. Elle ne le ramassa pas avec les doigts. Elle ne voulait pas ajouter ses propres empreintes digitales à ce qui s'y trouvait déjà. Au lieu de cela, elle le glissa dans son mouchoir propre, le plia solidement dans le linge et le glissa dans sa poche. C'était un petit objet, un objet sans importance peut-être. Il aurait pu rester là pendant des semaines, laissé tomber par un passant. Mais son emplacement, glissé dans la crevasse au fond de la tombe de Julian Vance, semblait délibéré, caché. Et le moment de sa découverte, sitôt après qu'elle eût été témoin d'une confrontation avec le bricoleur, lui paraissait significatif. Alors qu'elle se retournait pour partir, son regard parcourut le cimetière, s'imprégnant des points de vue. La fenêtre du bureau du vicaire,
d'où il avait aperçu Ella Vance, le portail du cimetière, le chemin qui menait à la grange, et puis elle le vit. Sous cet angle, l'ange de marbre n'était pas qu'un monument. La main qui pointait, réalisa-t-elle, ne pointait pas seulement vers le ciel. Du point de vue de quelqu'un se tenant au pied de la tombe, ce doigt tendu pointait directement vers le bas de la colline, vers un point précis, la sombre et dense ligne de bois qui bordait le domaine de la grange. Le même bois où, se rappela-t-elle avec un sursaut, elle avait un jour vu la voiture de Lionel Croft garée discrètement, le bois où un bricoleur pouvait garer sa charrette hors de vue, le bois qui offrait un chemin secret pour aller et venir de la grande maison. Une froide compréhension s'installa chez Miss Marple. Et Lara Vance n'était pas venue ici uniquement pour se souvenir. Elle était venue dans un but précis. Et debout là, près de la tombe de son mari, elle avait vu quelque chose, ou compris quelque chose. Le doigt pointé par l'ange était peut-être une coïncidence, un jeu de lumière. Mais le bouton n'était pas une coïncidence. Quelqu'un d'autre était passé par là, quelqu'un d'inconnu, et ce quelqu'un avait laissé derrière lui un minuscule indice métallique. Chapitre 6. Le bouton, enveloppé dans son linceul de lin, pesait lourd dans la poche de Miss Marple. Ce n'était pas un poids de cuivre, mais un poids implicite. Il reliait le silence sacré du cimetière au monde sordide et itinérant du rétameur, et suggérait une présence qui n'avait aucune raison de rôder près de la tombe de Julian Vance. Son esprit, tel un métier à tisser minutieux, commença à tisser le nouveau fil. Le bricoleur, avec ses offres sournoises au jeune Tommy Gregg, la réaction furieuse de M. Gregg, le ressentiment maussade du garçon. C'était un drame villageois classique, mêlant autorité parentale et rébellion juvénile. Mais et si c'était plus que ça? Et si les bas mains agiles de Tommy ne servaient pas seulement au travail honnête? Et si les sottises du bricoleur incluaient des objets bien plus dangereux que des casseroles et des poêles? Elle avait besoin de parler à Tommy, non pas comme à un interrogateur, mais comme à une vieille dame bienveillante et un peu vague, qui avait peut-être perdu quelque chose. Cela exigeait une approche délicate. Les garçons comme Tommy étaient des créatures méfiantes, promptes à fuir au premier signe de pression d'un adulte. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Le lendemain matin, alors qu'elle taillait ses rosiers, elle le vit. Ce jour-là, il ne pédalait pas frénétiquement, mais marchait péniblement le long du chemin, les épaules affaissées, image de la misère adolescente. Il portait, remarqua-t-elle, une lourde veste malgré la chaleur de la journée. Une veste à laquelle il manquait peut-être un bouton. « Tommy !» cria-t-elle d'une voix amicale. « Puis-je vous déranger un instant ?» Il sursauta, tel un lapin pris au piège. « Miss Marple, je n'ai rien fait. »« Bien sûr que non, ma chérie, » dit-elle en souriant. « Je me demandais si tu avais vu quelque chose. J'étais au cimetière hier et il semblerait que j'ai perdu un dé à coudre en argent. Il appartenait à ma grand-mère. Il m'était très cher. J'ai cru qu'il avait glissé de ma poche près du monument Vance. » C'était un mensonge inoffensif, une raison plausible pour qu'elle fouine. Les yeux de Tommy, jusque-là écarquillés par l'inquiétude, se plissèrent légèrement d'intérêt. Le nom de Vance produisait cet effet sur tout le monde maintenant. « Le cimetière ? Non, mademoiselle, je n'ai rien vu. » Son ton était maussade, mais ses yeux brillaient d'une pensée qu'il ne partageait pas. « Oh, quel dommage !» soupira Miss Marple d'un air théâtral. « J'ai rebroussé chemin, mais je n'ai trouvé que ça. » Elle sortit soigneusement le mouchoir de sa poche et le déplia juste assez pour révéler le bouton en laiton, en prenant soin de ne pas le toucher. Il était coincé juste à côté de la tombe de M. Vance. Je me suis dit que ce pourrait être le vôtre. On dirait qu'il vient d'une veste solide, comme celle que vous portez. Elle vit le sang se retirer de son visage. Sa main se porta instinctivement vers le devant de sa veste, vérifiant les boutons. Ils étaient tous là. Mais sa panique était indéniable. Il connaissait le bouton.
Ce n'est pas à moi, dit-il d'une voix un peu trop aiguë. J'en sais rien. Il recula d'un pas, prêt à fuir. Oh, bien sûr, ma chère, dit Miss Marple d'un ton apaisant, refermant le mouchoir et le remettant dans sa poche comme si de rien n'était. Je me suis dit que je devais juste demander. Il doit être là depuis une éternité. Si vous entendez parler de quelqu'un qui a perdu un dé à coudre, faites-le moi savoir. Mais Tommy n'écoutait pas. Il se détournait déjà en marmonnant quelque chose. Il ne courait pas. Mais sa démarche avait perdu son allure et gagné une énergie nouvelle. Frénétique, il avait peur. Miss Marple le regarda partir, l'air pensif. Le bouton était significatif, et Tommy savait à qui il appartenait. La question était, quel était le lien entre un bricoleur peu recommandable et le meurtre d'Ella Ravance? On aurait dit un monde à part le crime empoisonné dans une bibliothèque. Plus tard dans la journée, une autre pièce du puzzle s'est mise en place, livrée involontairement par Cherry. « Vous ne devinerez jamais, Miss Marple, » dit Cherry en époussetant la cheminée à grands coups de chiffon. « Ce Tommy Gregg a de gros ennuis. Son père l'a surpris avec un étui à cigarette, un vrai étui en argent. Bien sûr, il a dit l'avoir trouvé, mais Monsieur Gregg ne l'a pas cru une seule seconde. Il l'a bien giflé. Il a pris l'étui et l'a donné à l'agent Jones, en disant qu'il devait être volé. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. Un étui à cigarettes en argent, insolite pour un garçon comme Tommy. « C'est ce que son père a dit. L'agent Jones est venu poser des questions, mais Tommy est resté bouche bée. Il refuse de dire où il l'a eu. » Cherry se pencha d'un air conspirateur. « Certains disent qu'il l'a peut-être piqué à la grange. Vous savez, pendant les ennuis. Qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. »« C'est une accusation très grave, Cherry, » dit doucement Miss Marple. « Je sais, mais ça fait réfléchir, non? Un garçon aux mains agiles, un objet de valeur surgit de nulle part. » La théorie de Cherry était claire. Tommy était un voleur qui avait peut-être été témoin du meurtre. Mais la théorie de Miss Marple prenait une autre tournure. Elle ne voyait pas un voleur, mais un messager. Un garçon soudoyé avec un bibelot rutilant pour une petite tâche apparemment anodine. Un garçon désormais terrifié car cette petite tâche l'avait conduit au meurtre. Le rétameur avait un étui à cigarette en argent à offrir. Et la Ravance avait un service à thé en argent qu'elle offrait à la fête paroissiale. L'argent semblait être un thème, mais c'était le bouton qui était la clé. Le rétameur était allé sur la tombe. Et la Ravance l'y avait vu. Était-ce là le but qui l'avait animée en quittant le cimetière? L'avait-elle reconnu? Avait-elle compris ce que signifiait sa présence? Elle était revenue à la grange, déterminée, pour affronter une vérité découverte parmi les pierres tombales. Et quelqu'un l'attendait. Non pas avec violence, mais avec une tasse de thé. Quelqu'un qui savait qu'elle serait agitée, qui savait qu'elle aurait besoin d'un moment de calme. Quelqu'un qui avait empoisonné ce calme. La police avait Lionel Croft dans son viseur. Elle a vu un crime motivé par la cupidité, orchestré depuis un bureau de Malchester. Mais Miss Marple commençait à percevoir un crime différent. Un crime qui prenait racine dans le cimetière, facilité par un rétameur au visage de renard, exécuté par une main qui connaissait intimement les habitudes de la grange. Un crime passionnel, ou de peur cachée derrière la façade froide et commode du poison. Le véritable meurtrier était toujours à Marlécombe, poussant un soupir de soulagement tandis que la police s'apprêtait à inculper le mauvais homme. Et Miss Marple, assise dans son jardin tranquille, était la seule à le savoir. Chapitre 7. Un changement subtil s'opéra à Marlécombe au cours des 48 heures qui suivirent. Le choc et l'horreur initiaux du meurtre commencèrent à se muer en un sentiment plus discret et plus insidieux, le jugement. Avec Lionel Croft en détention, le village avait besoin d'un récit, et il commença à en construire un à partir de rumeurs et de suppositions. L'histoire de l'associé avide et manipulateur s'en prenant à la veuve sans défense était d'une simplicité satisfaisante. Elle permit à chacun de retourner à ses gâteaux de thé et à ses bordures de jardin, le sens de l'ordre rétabli.
Miss Marple trouva ce soupir de soulagement collectif profondément troublant. C'était comme regarder des gens ranger une pièce en balayant la poussière sous le tapis. Le tapis avait beau paraître lisse, la saleté était toujours là, suppurante. Son inquiétude la poussa à rendre visite au docteur Hayward, le médecin généraliste du village. Ce n'était pas une visite inhabituelle. Il prenait souvent de ses nouvelles pour un léger rhumatisme, et elle lui rendait parfois l'appareil en lui offrant un pot de sa confiture de cassis préférée. Ce jour-là, cependant, son objectif était précis. Le docteur Hayward avait constaté le décès de Julian Vance d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt, et il avait été parmi les premiers appelés à la grange pour Elara. Elle le trouva dans son bureau, baigné par l'odeur réconfortante des manuels médicaux reliés en cuir. Il paraissait fatigué, les rides de son visage plus profondes que dans ses souvenirs. « Mademoiselle Marple, quelle agréable surprise! Entrez, entrez, je viens de préparer du thé. » Il s'activa, débarrassant une chaise de ses journaux. « Je suppose que vous avez entendu les événements. »« On ne parle que de ça, docteur, » dit-elle en se calmant. « Une affaire tragique. Ça doit être particulièrement difficile pour vous, qui avez assisté à la famille. » Il versa le thé, la main ferme mais le regard là. « C'est vrai, on ne s'attend jamais à ça. Dans un endroit comme celui-ci. La mort de Julian a été un choc terrible, mais c'était naturel. C'est tout autre chose. On a l'impression d'avoir été violé. » « En effet, » acquiesça doucement Miss Marple. Elle sirota son thé. « C'est étrange, n'est-ce pas, que 2 tragédies aussi différentes puissent être frappées le même foyer. D'abord une crise cardiaque soudaine, puis un empoisonnement. On dirait presque une attaque ciblée. » Le docteur Hayward marqua une pause, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. Il la regarda fixement, puis reposa la tasse avec un léger bruit métallique. « Que suggérez-vous, Miss Marple ?»« Oh, rien, rien, » rétorqua-t-elle en agitant la main. « Juste les divagations d'une vieille dame. Mon neveu Raymond dit que j'ai l'imagination débordante à force de lire trop de romans. C'est juste que quand quelque chose se reproduit, on ne peut s'empêcher de chercher un lien. Mais bien sûr, il n'y en a pas. Le médecin de Malchester a confirmé l'empoisonnement, je suppose. C'est vrai, du cyanure, dans son thé. Vite, heureusement vite, mais horrible. La voix de Hayward était rauque, emplie de dégoût professionnel. Une façon ignoble de mourir. Cyanure, répéta Miss Marple. Le mot flottait dans l'air, froid et métallique. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans un abri de jardin. Il faudrait des connaissances ou un accès. Exactement, répondit le médecin, semblant soulagé d'être sur la bonne voie. C'est pourquoi la police enquête sur M. Croft. Son entreprise vend des produits chimiques et industriels, des solutions de plaquage, ce genre de choses. L'accès lui serait facile. Bien sûr, acquiesça Miss Marple. Ça me convient. Et ça doit être réconfortant que l'affaire soit si proche d'être résolue. Le docteur Hayward ne semblait pas rassuré. Il paraissait profondément inquiet. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant son joli jardin. « La police est très confiante, » dit-il presque pour lui-même. « Mais vous ne l'êtes pas ?» demanda doucement Miss Marple. Il se retourna, l'air partagé. « Ce n'est pas à moi d'interroger l'inspecteur Drew. Il a ses preuves. C'est juste... » Il hésita, aux prises avec son éthique professionnelle et une préoccupation plus profonde, plus personnelle. « Oui ?» demanda Miss Marple, son ton invitant à la confiance. « Quand j'ai prononcé le décès de Julian, dit-il lentement, c'était simple. Les symptômes étaient classiques. Un homme de son âge, soumis à une pression professionnelle intense, avec des antécédents familiaux de problèmes cardiaques. C'était une tragédie. Mais pas une surprise. Miss Marple ne dit rien. Elle attendit simplement, son attention silencieuse l'incitant à poursuivre. Mais après la mort d'Elara, je n'ai pas pu m'empêcher d'y repenser, de m'interroger. Il passa une main dans ses cheveux. Il y avait une férocité inhabituelle dans sa dernière attaque. La cyanose était particulièrement aiguë.
Sur le moment, je l'ai attribué à la violence de l'infarctus. Mais maintenant, sachant ce que nous savons, un silence glacial s'abattit sur Miss Marple. Suggérez-vous, Dr. Hayward, que la mort de Julian Vance n'aurait pas été naturelle? Je ne suggère rien, dit-il rapidement, la voix s'élevant d'inquiétude. L'autopsie a révélé une artère gravement obstruée. La cause du décès est sans équivoque. Ce n'est qu'une coïncidence. Une sombre et terrible coïncidence. 2 fins violentes. Il semblait chercher à se convaincre. La police a trouvé son homme pour le meurtre d'Elara. C'est l'essentiel. Suggérer autre chose serait irresponsable. Cela ne ferait qu'aggraver la souffrance. Il retourna à sa chaise et s'assit lourdement, comme épuisé par la conversation. « Pardonnez-moi, Miss Marple. Je ne dors pas bien. Cette affaire m'a affecté plus que je ne veux bien l'admettre. »« Il n'y a rien à pardonner, docteur, » dit-elle doucement. « C'est une lourde responsabilité que d'être le gardien de la santé et des secrets d'une communauté. » Elle termina son thé et prit congé peu après, l'esprit bouleversé. Le doute professionnel du docteur Hayward était un bouleversement radical. Il ne s'agissait plus seulement d'une rose blanche et d'un bouton. Il s'agissait du tout premier décès, Julian Vance. Le récit que le village avait si volontiers accepté était non seulement incomplet, mais fondamentalement erroné. Il ne s'agissait pas d'un meurtre isolé. C'était le 2e acte d'une tragédie qui avait débuté 2 ans plus tôt. Lionel Croft avait peut-être un mobile et une opportunité pour la mort d'Elara, mais il n'avait aucun mobile perceptible pour celle de Julian. La mort de Julian avait enrichi Elara, mais elle avait aussi considérablement compliqué la vie professionnelle de Croft. Son détournement de fonds présumé aurait été bien plus facile à déjouer sous l'œil distrait d'un génie dynamique comme Julian que sous l'œil attentif d'une veuve qui comptait entièrement sur lui. Le tueur ne finissait pas le travail commencé avec le meurtre d'Elara. Il couvrait ses traces. Elara n'avait pas été tuée pour son argent. Elle avait été tuée parce qu'elle avait découvert la vérité sur la mort de son mari. Et elle l'avait découvert. Miss Marple en était désormais certaine, dans le cimetière. Elle s'était rendue sur la tombe de son mari, et quelque chose, le bricoleur, le bouton, un autre indice, avait fait que les pièces du puzzle s'étaient remises en place. Elle était partie avec détermination, car elle rentrait chez elle pour affronter un meurtrier. La police s'est trompée d'homme, et à chaque instant passé par Lionel Croft en garde à vue, le véritable tueur se faisait plus discret, plus sûr de lui. La donne avait complètement changé. Il ne s'agissait plus simplement de trouver un empoisonneur. Il s'agissait de révéler un péché passé et d'empêcher une grave erreur judiciaire. Les enjeux, réalisa Miss Marple avec une terreur glaciale, venaient de devenir terriblement élevés. Chapitre 8. Le lendemain, une énergie nouvelle et troublante envahit Marleycombe. C'était le jour de l'audience de mise en détention provisoire de Lionel Croft à Malchester. Le village retenait son souffle, attendant le feu vert officiel au récit qu'il avait déjà accepté. Les magasins étaient en effervescence. La poste était retardée car M. Pye devait s'arrêter pour discuter des dernières nouvelles avec tous ses visiteurs. Miss Marple, cependant, était préoccupée par un autre genre d'accouchement. Elle avait passé une nuit agitée à ressasser les doutes du docteur Hayward, le bouton et l'image d'Elara Vance s'éloignant de la tombe de son mari avec une détermination sinistre. Les éléments étaient là, mais ils formaient une image d'une audace si effrayante qu'elle défiait presque l'entendement. Presque. Ses pensées furent interrompues par un coup ferme et officiel frappé à la porte de son cottage. Cherry, qui chantait dans la cuisine, se tut. Lorsque Miss Marple ouvrit, elle trouva l'inspecteur Drew en personne sur le pas de sa porte, son chapeau à la main, l'air poli et résolu. « Mademoiselle Marple ?»« Inspecteur Drew, je me demandais si vous pouviez m'accorder un moment de votre temps. »« Bien sûr, inspecteur. Entrez, je vous prie. » Elle le conduisit à son salon, le cœur battant un peu plus fort. Sa présence était inattendue. C'était un homme qui privilégiait les faits et les pistes d'enquête directe. Une visite de courtoisie à une vieille dame du village n'était pas son genre.
Il refusa le thé d'un bref hochement de tête et alla droit au but. « J'ai cru comprendre que vous aviez récemment parlé au docteur Hayward. » Voilà donc ce qui s'était passé. La conscience du médecin, ou peut-être sa peur, avait pris le dessus. Il avait rapporté leur conversation. « Oui, » admit calmement Miss Marple. « Je lui ai apporté de la confiture. Nous avons discuté de la grande tension que les récents événements ont exercée sur le village. » Le sourire de l'inspecteur Drew était mince et n'atteignait pas ses yeux. « J'en suis sûr. Il a mentionné que vous, comment a-t-il dit, aviez tendance à tisser des histoires, que vous aviez exprimé votre curiosité quant au lien entre la mort de M. Vance et celle de sa femme. L'esprit humain recherche naturellement des schémas, inspecteur, dit-elle en joignant les mains sur ses genoux. 2 morts subites dans le même foyer, à 2 ans d'intervalle. C'est un schéma curieux, n'est-ce pas? C'est une coïncidence, déclara Drew d'une voix ferme. Monsieur Vance est mort d'une thrombose coronarienne. L'autopsie a été concluante. Madame Vance a été empoisonnée. Nous avons un suspect en garde à vue avec un mobile clair et les moyens de se procurer le poison. Les affaires ne sont pas liées. Je vois, dit Miss Marple. Elle ne protesta pas. Se disputer aurait été se faire passer pour une vieille femme indiscrète, qu'on aurait graciée et congédiée. Au lieu de cela, elle choisit une autre approche. Ce doit être un grand soulagement que l'affaire soit si près d'être réglée. Le village vous en sera reconnaissant. Quoique... Elle laissa sa phrase s'éteindre, une douce inquiétude perçant sa voix. « Et pourtant, » demanda Drew, les yeux légèrement plissés. « Eh bien, ce n'est que... le jeune Tommy Gregg. » Elle soupira en secouant la tête. « Dommage. Son père est un homme tellement respectable. Mais les garçons sont toujours des garçons, je suppose. » L'absurdité a clairement déstabilisé l'inspecteur. Tommy Gregg, le fils du forgeron. Qu'a-t-il à voir avec tout ça? « Oh, rien, j'en suis sûr, » dit Miss Marple en agitant la main d'un air dédaigneux. « C'est juste qu'avec toutes ces discussions sur l'argenterie, ça m'a rappelé l'étui à cigarette, vous savez. Un objet précieux pour un garçon. Ça m'a fait penser au réchaud. Le bricoleur. » La patience de Drew commençait à s'épuiser. C'était un homme qui s'appuyait sur des faits, et c'était une absurdité déconcertante. Oui, l'homme à la charrette. Il proposait du travail à Tommy, je crois. Il a fait un scandale près de la forge. Monsieur Gregg était très en colère. Il a dit qu'il ne voulait pas que l'homme s'approche de son fils. Elle regarda l'inspecteur avec de grands yeux innocents. Je le mentionne seulement parce que si l'étui à cigarette a été volé, comme le craint Monsieur Gregg, on peut se demander si le bricoleur n'en était pas la source. Ils se déplacent, ces gens-là. Ils voient des choses. Ils entendent des choses. Et parfois ils vendent des choses qu'ils ne peuvent pas vendre. Elle plantait une minuscule graine perturbatrice. Elle ne pouvait pas contester directement ses accusations contre Croft, mais elle pouvait introduire un élément de doute, une rumeur d'une autre possibilité venue des bas-fonds chaotiques et imprévisibles de la vie villageoise, que son récit bien ficelé ignorait. L'inspecteur Drew parut irrité. « Mademoiselle Marple, nous enquêtons sur le meurtre d'une femme riche. Pas sur le vol sans importance d'un étui à cigarette. Les 2 affaires n'ont aucun lien. N'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Tout cela fait partie de la même tapisserie, n'est-ce pas? Le haut et le bas, la grange et la forge. Parfois les liens se tissent de la façon la plus inattendue. Elle lui adressa un sourire doux et vague. Mais je suis sûr que vous savez mieux que quiconque, inspecteur. Vous avez votre homme. Il partit peu après, visiblement frustré, qualifiant ses divagations de réflexions futiles de vieille dame ennuyée. Mais elle avait vu l'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle avait évoqué le bricoleur. Elle espérait qu'il se sentirait obligé de poursuivre l'enquête, ne serait-ce que pour l'écarter officiellement. Cela lui ferait perdre son temps, et c'était de temps dont elle avait besoin, car elle était désormais certaine de 2 choses. Premièrement, l'inspecteur Drew était tellement investi dans son affaire contre Lionel Croft que toute théorie alternative, surtout si elle remontait à 2 ans, était une source d'agacement qu'il fallait balayer d'un revers de main. Il ne l'aiderait pas. Deuxièmement, sa suggestion subtile était risquée
Si le véritable tueur entendait qu'une vieille dame posait des questions sur des bricoles, des boutons et des étuis à cigarettes, il pourrait se sentir menacé. Un tueur acculé était un tueur dangereux. Elle jouait un jeu très complexe, et elle le faisait seule. La police n'était pas son allié. Le village se contentait de son histoire simple. Elle seule pouvait voir la vérité complexe et laide qui se cachait sous la surface. Elle devait continuer, mais avec la plus grande prudence. La prochaine étape était claire. Elle devait trouver le bricoleur. Chapitre 9. La nouvelle éclata en fin d'après-midi, portée par le souffle rapide et choqué des ragots du village. Lionel Croft, après 2 jours d'interrogatoire acharné, avait été formellement inculpé du meurtre d'Elara Vance. L'inspecteur Drew avait tenu une autre brève déposition, sa satisfaction à peine dissimulée. Les preuves, dit-il, étaient accablantes. Le mobile, clair. Que le public puisse dormir tranquille. Marleycombe, pour l'essentiel, était tranquille. Le monstre avait été identifié et capturé. L'ombre qui planait sur le village avait une source unique et précise. La vie pouvait reprendre son cours. Miss Marple n'éprouvait aucun soulagement. Son arrestation lui fit l'effet d'une porte qui se refermait, enfermant la vérité et un innocent avec elle. Le temps, ce luxe qu'elle espérait gagner en distrayant l'inspecteur Drew, s'était désormais envolé. Elle devait agir, et avec une discrétion qui confinait à l'invisible. Sa cible était le rétameur. Il était le fil conducteur, le lien entre le monde respectable de la grange et le monde minable et itinérant qui existait juste à l'abri des regards du village. La panique de Tommy Gregg avait confirmé l'importance du bouton. Le rétameur s'était rendu sur la tombe de Julian Vance. Et Lara l'y avait vu. Pourquoi ? Trouver un voyageur n'était pas chose aisée. Ils se déplaçaient tels des fantômes le long des chemins verdoyants et des clairières cachées. On les voyait, on en parlait, puis on les oubliait. Mais Miss Marple vivait à St. Mary Mead et maintenant à Marleycombe, depuis très longtemps. Elle comprenait que si les gens étaient souvent inattentifs, les lieux, eux, avaient une mémoire. Elle considéra le bois où elle avait vu la voiture de Lionel Croft garée. C'était un endroit logique pour quelqu'un qui souhaitait être proche de la grange tout en restant invisible. Ce n'était pas un hasard si c'était aussi près de la forge, le lieu de la confrontation entre M. Gregg et le rétameur. Le lendemain matin, sous prétexte de cueillir des fleurs sauvages précoces, Miss Marple prit sa canne et un panier robuste et s'aventura dans les bois qui bordaient l'est du village. C'était un endroit frais et humide, où la lumière du soleil filtrait à travers la canopée en rayons poussiéreux. L'air sentait les feuilles mortes et la terre humide. Elle marchait lentement, les yeux non pas fixés sur le sol à la recherche de fleurs, mais sur les bords du chemin, à la recherche des signes que les autres pourraient en manquer. Une touffe d'herbe battue d'une manière particulière, les pierres noircies d'un ancien anneau de feu, les légères ornières jumelles des roues de charrette dans la boue. Ce fut l'odeur qui la conduisit à lui d'abord, une légère odeur âcre de fumée de bois et de quelque chose de métallique. Puis elle entendit le léger hennissement d'un cheval. Se frayant un chemin à travers un dernier rideau d'aubépines, elle trouva la clairière. C'était un refuge parfait, abrité et caché du chemin. La charrette du bricoleur était là, sa peinture défraîchie, sa bâche rapiécée et tachée. Un cheval à l'allure osseuse était attaché non loin, broutant tranquillement. L'homme lui-même était accroupi près d'un petit feu bien rangé, faisant chauffer un fer à souder sur les flammes. Il réparait une bouilloire, ses gestes rapides et expérimentés. Il ne l'entendit pas approcher à cause du crépitement du feu. « Bonjour », dit Miss Marple d'une voix polie et non menaçante. Le bricoleur sursauta violemment, laissant tomber le fer à souder dans le feu. Il pivota sur lui-même, son visage de renard s'illuminant d'inquiétude, qui se transforma rapidement en un sourire méfiant et complaisant. « Madame, vous m'avez fait sursauter. Je ne vous avais pas entendu arriver. »
Il la regarda furtivement, vérifiant si elle était seule. « Puis-je vous aider? Raccommoder un pot? J'ai de la belle dentelle, si ça vous intéresse. » Il commença à se lever en désignant son chariot. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-elle avec un léger sourire. « Je me promenais simplement. C'est un endroit charmant que vous avez trouvé. Très paisible. » Son sourire se crispa. « Ça me fait du bien, jusqu'à ce que je sois passé à autre chose. » Il l'observait attentivement, essayant de la situer. Elle vit à cet instant précis qu'il la reconnaissait, la vieille dame du chemin près de la forge. « J'imagine que vous voyez beaucoup de choses, vu vos déplacements, » poursuivit-elle d'un ton conversationnel, s'appuyant légèrement sur sa canne. « Les allées et venues d'un village. Les gens sont souvent si peu observateurs, mais j'imagine que vous remarquez certaines choses. » Ses yeux se plissèrent. « Je reste dans mon coin, madame. Je ne vois rien. Je n'entends rien. C'est comme ça qu'on s'en sort. » « Une philosophie très sage, » approuva Miss Marple. Elle s'approcha du feu comme pour se réchauffer les mains. « Ce doit être difficile, cependant, quand on se retrouve mêlé aux problèmes des autres, comme le pauvre jeune Tommy Gregg. Son père est un homme si strict. » Le visage du bricoleur se figea. « Je n'en sais rien. »« Oh, je suis sûr que tu ne veux pas faire d'histoire, » dit-elle d'un ton apaisant. « Mais un étui à cigarette en argent est un cadeau généreux pour un garçon. Ça se remarque. Ça suscite des questions. Et quand une femme est assassinée, la police pose des questions sur tout, même sur des choses qui semblent sans rapport. » Elle vit une lueur de peur dans ses yeux. C'était un homme qui commettait des délits mineurs, pas des crimes majeurs. Le mot « meurtre » le terrifiait visiblement. « Je n'ai rien fait !» insista-t-il, sa voix perdant son ton enjôleur et devenant sur la défensive. « Je m'occupe de mes affaires. Je vous crois, » dit calmement Miss Marple. « Mais on vous a vu, dans le cimetière, près de la tombe de Madame Vance, le jour de la mort de Madame Vance. » Son visage perdit toute couleur. Il ressemblait à un animal pris au piège. « Jamais. Qui a dit ça? »« Peu importe qui le dit, » répondit-elle. « Ce qui compte, c'est ce que tu faisais là. Tu as laissé quelque chose derrière toi. » Elle ne sortit pas le bouton. Elle le regarda simplement. Le bricoleur déglutit difficilement, sa pomme d'Adam vacillant. Son regard la laissa ensuite contempler les bois, calculant une issue de secours. Ce n'était qu'un message, lâcha-t-il, cherchant désespérément à se distancier de l'horreur. C'est tout, juste une petite affaire. Un message ? Demanda Miss Marple, le cœur battant la chamade. Pour qui ? Pour la dame. Pour Madame Vance. J'ai été payé pour mettre quelque chose là, pour qu'elle le trouve, sous la pierre. Je ne savais pas que c'était... Je ne savais pas qu'elle... Il bafouillait, terrifié. J'ai juste laissé tomber ce truc et je suis parti. C'est tout ce que j'ai fait. Qui vous a payé ? La voix de Miss Marple était douce mais insistante. Le rétameur secoua la tête avec emportement. Je ne connais pas les noms. Un homme, bien habillé. Il m'a donné une demi-couronne. Il a dit que la dame viendrait, qu'elle le trouverait. Il a dit que c'était une affaire sentimentale. Un homme bien habillé, pas Lionel Croft, qui était déjà en garde à vue à ce moment-là. Quelqu'un d'autre. « Quel était l'objet que tu as laissé ?» demanda-t-elle. « Une clé, » dit le bricoleur, les épaules affaissées de défaite. « Une petite clé en laiton. Il a dit que ça lui ferait plaisir. » Une clé. Et Lara Vance s'était rendue dans la tombe, avait accompli son rituel et avait trouvé une clé déposée délibérément pour elle. Une clé qui avait signifié quelque chose qui l'avait poussée à rentrer chez elle avec détermination, droit vers la mort. Le bricoleur la regardait, le regard suppliant. « Je l'ignorais, mademoiselle. Franchement, je ne le savais pas. Si j'avais su que c'était un meurtre, je n'y aurais jamais touché. » Miss Marple le croyait. C'était un petit voyou, pas un tueur. « Je pense, » dit-elle doucement, « qu'il serait préférable que vous passiez à autre chose, aujourd'hui. La police risque de ne pas saisir les nuances de votre implication. »
Il n'avait pas besoin d'être davantage pressé. Il jetait déjà de la terre sur son feu. « Oui, madame. Merci, madame. Je serai parti dans 1 heure. » Miss Marple se retourna et traversa à nouveau les bois, l'esprit en ébullition. Une clé. C'était le chaînon manquant. Et Lara n'avait pas seulement vu le bricoleur. Elle avait trouvé un message. Une clé laissée par un homme bien habillé. C'était la clé de quoi? Et qui était l'homme élégant qui avait orchestré ce message mortel? Le piège qui avait pris Lara Vance au piège n'était pas empoisonné, mais tendu par un symbole de son passé. Et Miss Marple était désormais la seule à le savoir. Chapitre 10. La clé. Elle occupait les pensées de Miss Marple. Une petite clé en laiton, laissée comme un leurre mortel sur une pierre tombale. À quelle serrure s'adressait-elle? Quel secret révélait-elle? Elle avait suffisamment compté pour Lara Vance pour la tirer de son chagrin et la renvoyer chez elle avec une sombre détermination. Elle avait été le déclencheur de son meurtre. La police, convaincue de l'existence de Lionel Croft, ne se soucierait guère d'une histoire de bricoleur ou d'une clé manquante. Elle avait sa version des faits. Pour elle, ce ne serait qu'un fil inutile dans le labyrinthe de la vieille dame. Il lui fallait trouver la serrure. Mais comment? Elle ne pouvait pas vraiment se rendre à Marlécombe-Grange et demander à perquisitionner les lieux. La maison était encore sous le poids de la mort, et la police aurait sans doute scellé la bibliothèque. Sa réponse vint d'une source inattendue. Le vicaire. Il apparut au portail de son jardin plus tard, dans l'après-midi, son visage bienveillant marqué d'une nouvelle inquiétude. Il tenait un petit paquet plat enveloppé dans du papier Kraft. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix lourde, puis-je vous déranger? J'ai besoin d'un point de vue plus raisonnable. » Elle le fit entrer, et il s'enfonça dans la chaise qu'on lui offrait avec un soupir d'épuisement. « C'est cette histoire de fête, » commença-t-il en posant le paquet sur la petite table entre eux. « Enfin, pas la fête elle-même, mais ça. » Il poussa le paquet. « C'est le prix de la tombola, la pièce maîtresse. Le service à thé en argent offert par Madame Vance. La police l'avait emporté pour examen, mais ils viennent de le rendre. Ils n'ont rien trouvé d'anormal, bien sûr. C'est juste de l'argenterie. » Il avait l'air complètement perdu. « Qu'est-ce que je vais en faire? La fête est annulée. On ne peut pas vraiment la tirer au sort maintenant. Ça fait un peu macabre. Mais c'est aussi extrêmement précieux. Et à le toit de l'église !» Il s'interrompit, impuissant. Miss Marple comprenait parfaitement son dilemme. C'était un élément tangible de la tragédie, trop précieux pour être écarté, trop macabre pour être utilisé. Peut-être qu'il faudrait le rendre à la grange, suggéra-t-elle doucement. Une fois que les choses seront réglées, il fait partie du domaine, après tout. Je suppose, dit le vicaire, même s'il ne semblait pas moins troublé. C'est juste qu'Elara y tenait tellement. Elle me l'a apporté elle-même, la semaine d'avant, avant sa mort. Elle a insisté pour qu'on l'utilise. Elle m'a même donné la clé. Miss Marple resta figée. Sa voix était légère, décontractée. La clé? Oui, à la vitrine. C'est une belle vieille chose, ce service. De style géorgien, je crois. Elle le gardait sous clé dans une vitrine de la bibliothèque. Elle disait que c'était pour le garder poli et à l'abri de la poussière, mais... Il baissa la voix. Je pense qu'elle ne faisait pas confiance au personnel. Ou peut-être était-elle simplement très prudente. C'était une femme très prudente, Lara. Privée. Une vitrine, dans la bibliothèque. C'est étrange, murmura Miss Marple. Garder un service à thé sous clé. Je le pensais aussi, acquiesça le vicaire, mais elle était catégorique. Elle m'a donné la clé et m'a fait promettre de l'exposer correctement. Elle lui semblait si importante. Il secoua la tête, perplexe. On attache de l'importance aux choses les plus étranges. Les gens l'ont fait, en effet. Un service à thé en argent, une armoire verrouillée, une petite clé en laiton. Les pièces du puzzle s'entrechoquèrent dans l'esprit de Miss Marple avec la force d'un choc physique. La clé laissée par le bricoleur ne servait ni à ouvrir un tiroir, ni à ouvrir un journal.
C'était la clé de la vitrine contenant le service à thé. L'homme élégant savait qu'Elara, en trouvant la clé sur la tombe de son mari, en comprendrait immédiatement la signification. Elle se précipiterait chez elle, irait à la bibliothèque et ouvrirait le meuble, peut-être pour vérifier que le service était toujours là, peut-être parce que la clé elle-même était un message. Et là, l'attendant, se trouverait le plateau de thé et la tasse empoisonnée. Le meurtrier n'avait pas eu besoin de forcer une serrure ni de s'introduire par effraction. Il savait qu'Elara ouvrirait l'armoire elle-même. Le poison ne se trouvait pas dans la théière, cela aurait mis d'autres personnes en danger. Il se trouvait dans sa tasse, placée là après que la gouvernante eut déposé le plateau, sachant qu'Elara utiliserait cette tasse de son précieux service. C'était un plan d'une cruauté terrifiante et intime. Il utilisait ses propres biens, ses propres habitudes, contre elle. Le vicaire parlait encore, mais Miss Marple l'entendait à peine. Elle voyait la scène se dérouler avec une clarté effrayante. L'homme bien habillé. Il devait avoir accès à la maison. Il devait connaître les procédures. Il devait être au courant de l'armoire et de la clé. Il devait savoir qu'une clé laissée sur la tombe de Julian provoquerait une réaction spécifique et prévisible. Il ne s'agissait pas d'un partenaire commercial détournant des fonds. Il s'agissait de quelqu'un qui connaissait intimement les Vance. Personnellement. Le vicaire se ressaisit pour partir, emportant le paquet. Miss Marple le raccompagna, ses manières machinales, l'esprit en ébullition. Elle était de nouveau seule, mais le cottage ne lui semblait plus un sanctuaire. On aurait dit l'œil d'un cyclone. Elle connaissait désormais le mécanisme du meurtre. Elle comprenait le piège. Mais qui était cet homme bien habillé? Il fallait que ce soit quelqu'un qu'Elara connaissait. Quelqu'un qu'elle ne serait pas surprise de voir dans sa bibliothèque. Quelqu'un capable de se déplacer dans la grange sans éveiller les soupçons. La liste était terriblement courte. Le personnel lui-même était suspecté. Lionel Croft était en garde à vue. Le vicaire, impensable. Il y avait une autre possibilité qui lui trottait dans la tête depuis la révélation du docteur Hayward. Une possibilité qui reliait les deux décès. Julian Vance avait un neveu, le jeune homme irresponsable dont Béatrice Croft avait parlé, celui qui avait le fond fiduciaire. Miss Marple ne l'avait jamais vu. Il ne lui rendait jamais visite. Il n'était qu'un nom. Qu'avait dit Madame Croft? Un fonds fiduciaire a été créé pour le neveu de Julian, ce jeune homme insouciant. Mais le contrôle de ce fonds et de tous les actifs de l'entreprise lui a été transféré. Le contrôle lui fut transféré. Elara contrôlait l'argent du neveu. Et si la mort de Julian n'avait pas été naturelle, s'il s'agissait d'un meurtre conçu pour simuler une crise cardiaque, alors la personne qui en aurait profité n'était pas seulement Elara. C'était le neveu, qui finirait par hériter de tout après la disparition d'Elara. Mais Elara n'était pas morte. Elle avait été tuée 2 ans plus tard. Pourquoi ce retard? À moins qu'elle n'ait découvert la vérité sur la mort de son mari, à moins que la clé ne soit pas seulement un service à thé, mais un symbole, un message du tueur disant « Je sais ce que tu sais », une provocation qui l'a attiré dans un piège, le neveu bien habillé et insouciant. Il était le fil conducteur de tout, elle devait trouver son nom, et elle ne connaissait qu'une seule personne suffisamment compétente et bavarde pour le lui donner sans réfléchir. Elle attendit l'arrivée de Cherry le lendemain matin, son esprit élaborant un plan aussi délicat et précis qu'une araignée tissant sa toile. Le piège final n'était pas contre le tueur, pas encore. Il était contre la vérité, et elle aurait besoin d'aide pour le déclencher.